De retour dans l'Africa Newsroom, Samuel Gembok, Gracien Rouquin-Diquiza et Jean-Marie Bitomo sont toujours avec nous. Ce sont nos éditorialistes et nous rencontrons un petit problème technique, donc nous n'allons pas avoir tout de suite le sujet sur le sommet Chine-Afrique. Je rappelle donc que le sommet s'est tenu le 4 et le 5 décembre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Au cours de cette rencontre, la Chine a promis une enveloppe de 60 milliards de dollars. Et non pas d'aide, Gracien, comme vous l'avez très bien souligné la semaine dernière. 60 milliards pour financer le développement de l'Afrique, mais pas en aide. Et c'est bien en prêt. Première question à vous, Samuel. 60 milliards de dollars de prêts de la Chine au continent. Comment les investir intelligemment pour favoriser enfin une croissance inclusive ? Il faut déjà rappeler que la Chine connaît une mutation de son économie. Et la Chine est en train de réorienter sa politique internationale sur le plan économique. Et donc les pays qui vont bénéficier de ces prêts sont des pays qui ont mis en place un tissu industriel capable de s'approprier les technologies développées déjà par les Chinois. Parce qu'aujourd'hui, les Chinois, face à la crise internationale et face à la baisse de la croissance économique en Chine, sont en train de vouloir trouver des relais de leur économie à l'extérieur de la Chine. Et seuls les pays qui ont cette capacité d'appropriation industrielle bénéficieront au premier plan de ces prêts. La Chine sera de plus en plus regardante. Il y a des pays comme l'Éthiopie, il y a les pays comme le Ghana, l'Afrique du Sud, le Nigeria, qui ont un tissu industriel conséquent et qui vont nettement se positionner comme usine alternative à l'usine chinoise, qui devient de plus en plus coûteuse. La politique chinoise vise justement à trouver des partenariats dans d'autres pays pour que face au coût de la production en Chine, que ces pays deviennent une alternative à la Chine et à l'Inde, qui ont aujourd'hui des coûts de production nettement plus élevés. Et donc, ce n'est plus la charité que la Chine pourrait éventuellement faire pour l'ensemble des pays africains. Ce sont des choix qui seront désormais orientés à partir de Pékin. Alors Gracien, comment on favorise un partenariat gagnant-gagnant avec d'un côté la première puissance mondiale et de l'autre un continent qui compte parmi lui certains pays les plus pauvres du monde ? Tout d'abord, pour avoir un partenariat gagnant-gagnant, justement comme je l'ai dit la dernière fois, il faut que les Africains qu'on se dise ce n'est pas une aide et qu'on doit définir ensemble les modalités, disons, de cette collaboration. Il ne faudra pas que les Chinois viennent pour acheter les matières premières à des prix presque qu'ils vont fixer ou dire « moi je vais investir là, en contrepartie j'ai autre chose ». Éventuellement, il y a des pays où un pays comme la Zambie, ce n'est pas pour en finir avec cette ère, justement, cette ère où la Chine venait exploiter le continent africain. Oui, justement, oui, on arrive. Les pays, la Chine, par exemple, prête de l'argent à l'Angola et en contrepartie, l'Angola va rembourser en pétrole. Disons, une zone donnée de pétrole. C'est-à-dire qu'on n'a pas un partenariat gagnant-gagnant. Pour moi, le partenariat gagnant-gagnant, c'est de se dire, on fait les affaires ensemble. Nous allons produire, par exemple, des voitures ou des tracteurs. Cet endroit-là, vous apportez la technologie, nous apportons la main-d'œuvre, le terrain, et on gagne 50-50% au niveau des bénéfices. Et en même temps, on se dit que le marché va être africain, on ne va pas produire pour exporter, ou éventuellement, si on fait l'agriculture, comme ça s'est passé en Éthiopie, on ne va pas produire tout le blé pour l'envoyer en Chine, mais pour les Africains. Il faut se dire que demain, la bataille principale sera l'alimentation. Or, il y a tous les pays du monde qui vont avoir des problèmes d'alimentation. Nous, les Africains aussi, pour les partenariats gagnant-gagnant, on peut se dire, on produit les produits vivriers, les produits le blé ou autres, mais pour les Africains, vous allez gagner au niveau de la rentabilité, mais vous n'allez pas prendre les produits africains. Alors Jean-Marie, pour ne pas tomber justement dans les travers de ces partenariats qu'on ne juge pas forcément gagnant-gagnant, il faut diversifier les partenaires commerciaux. Il faut diversifier les partenaires commerciaux, mais c'est assez difficile par les temps qui courent, Amira, tout simplement. Pourquoi ? Parce que pour trouver des investisseurs étrangers qui aient la capacité de l'économie chinoise, il n'y en a pas beaucoup. Donc ensuite, il y a un nouveau paradigme qui naît. C'est le nouveau paradigme qui naît aujourd'hui, je le répète tout le temps. Les Chinois ont une bonne lecture de ce paradigme-là qui est le suivant, c'est que l'Afrique va rentrer dans le cycle de croissance économique le plus long. On a les matières premières et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, la Chine est en train d'anticiper, de rechercher ce dont
Samuel parlait tout à l'heure, des nouveaux relais de croissance par rapport à leur économie interne. Donc investir, comment dirais-je, prêter de l'argent aux économies africaines pour pouvoir investir. La Chine, elle est en train de préserver elle-même sa propre croissance dans les années à venir. Donc de mon point de vue, si vous voulez, la Chine ne le fait pas parce que la Chine adore particulièrement l'Afrique, c'est pour assurer les relais de croissance à sa propre économie. Elle sait qu'elle aura un retour sur investissement. Elle aura un retour sur investissement et que si la Chine se met à mettre en place des partenariats dont vient de parler Gratien, c'est tout bon pour elle. Et la compagnie aérienne Sénégal Airlines est dans une situation particulièrement difficile. L'entreprise peine à faire de bons résultats depuis sa création en 2011. Les pertes cumulées par la compagnie sénégalaise ont atteint 60 milliards de francs CFA et sa dette est estimée par les autorités à 60 milliards de francs CFA. C'est un sujet d'Ibrahima Dioumaba. La compagnie aérienne Sénégal Airlines a publié des résultats inquiétants. Depuis sa création en 2011, le cumul de ses pertes annuelles est estimé à 68 milliards de francs CFA. L'entreprise draine une dette de 60 milliards de francs CFA selon le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Maïmouna Ndoye Seck. C'est un cumul de facteurs liés aux faiblesses de son lancement. Cette difficulté est apparue dès le début, dès le lancement de la compagnie. Aujourd'hui, il y a aussi une mauvaise gestion, quand même, il faut le noter, une mauvaise gestion due à des choix qui n'étaient pas forcément les bons. Sénégal Airlines doit à l'État du Sénégal et ses démembrements plus de 30 milliards de francs CFA. La compagnie est confrontée à un manque d'appareils. Elle a souvent recours à la location d'avions pour convoyer ses clients. Les observateurs invitent l'État à prendre des mesures fortes pour mieux structurer l'entreprise. Dans tous les cas, il faudra recapitaliser par l'extérieur, c'est-à-dire permettre à d'autres de pouvoir entrer dans le capital. Le tout, c'est d'opérer les bons choix et le gouvernement du Sénégal doit, dans l'urgence, faire des choix qui permettent à Sénégal Airlines de sortir de cette situation ou alors la liquider définitivement et voir d'autres possibilités de relancer une compagnie. Créée en 2009, après la rupture du partenariat d'Air Sénégal International et de Royal Air Maroc, Sénégal Airlines avait effectué son vol inaugural en 2011. En juin 2015, l'État du Sénégal avait entamé la recapitalisation de la compagnie détenue majoritairement par des privés. Gratien, est-ce que ce sont des résultats que l'on peut qualifier d'inquiétants ? Très inquiétant, surtout 68 milliards de francs CFA, des pertes cumulées, c'est-à-dire que la société Sénégal Airlines se trouve déjà dans une phase de perte qu'on peut dire pas conjoncturelle, mais c'est structurel parce qu'au niveau de comptablement, au niveau disons des compositions de son bilan, il y a un problème déjà qui s'oppose. On parle déjà de mauvais choix au niveau des avions, des locations. Souvent, il faut savoir, on peut louer des avions, mais du moment où je loue un avion à quelqu'un qui l'a acheté, déjà, il va me le vendre, me le faire louer à un prix, il va ajouter une certaine marge, c'est-à-dire que je paye en plus, au moins j'aurais dû acheter l'avion. Et deuxièmement, il faut qu'on regarde qu'est-ce qui marche pour les autres. On ne va pas essayer d'imiter les autres, je vais faire comme chaque pays a une compagnie et en même temps, moi, je vais faire la même chose. On se retrouve avec des dettes. Il faut savoir, à un certain moment, c'est comme toute entreprise. On fait une perte une année, 2 ans. On se dit, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On met un trait, on arrête l'activité ou on met de l'argent, comme il le dit Daouda. Éventuellement, on ferme complètement. Jean-Marie, c'est ce qu'il faut faire? C'est ce que doit faire la compagnie aérienne nationale du Sénégal, liquider? Moi, de mon point de vue, c'est ce qui doit faire un miracle. Tout simplement, pourquoi? Parce que ça va devenir un gouffre financier inutile. Sur ce plateau, j'ai toujours insisté sur la chose suivante, à savoir qu'il faut que les Africains se rendent compte que dans le marché de l'aérien, non seulement vous avez des immobilisations qui sont parmi les immobilisations les plus lourdes dans le monde entier, et que chacun veut créer sa compagnie dans son petit coin. Faudrait-il que la compagnie puisse atteindre ce qu'on appelle la taille critique, c'est-à-dire d'un marché en Afrique, pour pouvoir l'exploiter. Aucun pays africain aujourd'hui n'est capable de le faire, à l'exception peut-être de ce que Ethiopian fait, de ce que même l'Afrique du Sud, avec leur puissance économique, ils ont des problèmes aujourd'hui
si vous voulez, avec South Africa Airways. Il faut que les Africains comprennent une seule fois pour toutes que les Occidentaux sont en train de créer ce qu'on vous appelle des alliances au niveau aérien parce que ça coûte. La Air France a des problèmes tout simplement. Pourquoi? La concurrence qui arrive là ne fait que commencer. On vit avec le Free Sky. Je ne vois pas combien de compagnies avez-vous dans le monde entier qui sont capables de pouvoir résister à Etihad, à Fly Emirates et tout ce qui s'ensuit parce que ces compagnies-là, non seulement le kérosène qui est un des postes qui coûte les plus cher, ils l'ont gratuitement 2 fois moins. Donc, à partir de là, les États africains devraient créer des compagnies régionales qui vont être des compagnies robustes avec des marchés beaucoup plus larges qui vont assurer un retour sur investissement. Quand on parle d'Air Sénégal, cet argent-là, il faudrait le payer à un moment ou à un autre. C'est-à-dire, vous avez des investisseurs étrangers qui sont arrivés parce que l'État a donné sa garantie derrière. Donc, à partir de là, c'est de l'argent public, si vous voulez, qui est gâché pour rien, de mon point de vue. Il va falloir que les Africains comprennent qu'il faut créer des compagnies régionales en étant, c'est-à-dire, robustes sur le marché. On peut contracter des emprunts à des taux qui sont relativement intéressants et important. Samuel, est-ce que selon vous, la situation est encore rattrapable pour Senegal Airlines? La situation serait rattrapable si le gouvernement sénégalais donne suffisamment de moyens à la compagnie, mais je pense que le Sénégal a beaucoup plus de problèmes sur le plan social, sur le plan du désenclavement des régions. Il y a la Casamance qui est un poumon économique important qu'il faut désenclaver très rapidement. Et je pense qu'investir dans une compagnie qui sombre depuis plusieurs années, un problème structurel, je ne pense pas que ce soit très juste ou très efficace de choisir de l'aider à se relever face à la concurrence qu'on observe actuellement. Et messieurs, on va passer très rapidement aux chiffres du jour. 100 millions d'hectares, c'est ce que veulent récupérer les pays africains. 100 millions d'hectares de terres arables d'ici à 2030. 10 pays africains viennent de lancer en effet le plan Afro-100 en marge de la COP21 à Paris. Gratien, que vous inspire ce chiffre? Très bonne chose, parce qu'en fait, en Afrique, on perdait déjà les hectares de terres arables. Mais aujourd'hui, si vraiment ces pays se lancent, on voit bien que ce sont des pays qui n'ont pas de problème avec le désert, avec le Sahara. Donc, ce sont des pays qui peuvent, disons, essayer de gagner du terrain. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs modes de faire. Notamment, il y a des arbres qui se trouvent à gauche, à droite, mais il faut qu'on arrive, nous les Africains, à combiner les arbres et l'agriculture, non pas se dire qu'il y a la forêt, il y a les arbres et l'agriculture de l'autre côté. C'est de cette façon-là qu'on va gagner beaucoup plus de la place et pour nourrir les Africains. Samuel, j'en profite pour vous poser cette question. On ne vous a pas entendu la semaine passée, sur la semaine qui était consacrée aux défis écologiques du continent africain. Peut-être un mot sur la COP21 qui se tient toujours actuellement au Bourget en région parisienne. Oui, la COP21, c'est une bonne chose et la décision de ces États d'élargir des espaces arables, c'est une bonne chose aussi, mais simplement d'un point de vue, enfin, la petite expérience que j'ai sur le continent, je me méfie toujours des déclarations et des décisions qui sont prises à l'occasion des sommets. Parfois, ce sont des décisions qui sont prises sans aucune concertation à la base. Ce sont des décisions qui sont prises sans aucune réflexion qui puisse soutenir de telles déclarations. Et parfois, on est parfois offusqué de constater à terme que les décisions et les déclarations qui ont été faites sont restées complètement lettres mortes. C'est une bonne chose de préserver l'environnement, mais il faut que les Africains, au premier rang des pays menacés par l'avancée du désert et par le réchauffement climatique, prennent des décisions réalistes, capables de pouvoir protéger les générations à venir. Jean-Marie, je ne suis pas une spécialiste de l'environnement, je me tourne donc vers vous. C'est possible de récupérer 100 millions d'hectares de terres arables d'ici à 2030 ? Précisons d'abord, Amira, moi non plus, je n'en suis pas un spécialiste de l'environnement. Vous avez des experts qui nous en parleraient mieux que moi. Mais je me dis une chose, je veux repartir encore une fois sur ce que Samuel vient de dire. Récupérer, si vous voulez, autant de terrain. C'est pour quelle exploitation, pour quelle finalité? L'exploitation, c'est fait pour qu'on cultive en Afrique, qu'on transforme en Afrique, ou alors on va encore revenir sur le fait que, bon, on cultive en Afrique, on exporte les produits bruts. Si c'est dans la première phase, à savoir que on mobilise ces hectares-là, et on fabrique en Afrique, on nourrit d'abord les Africains, et après le surplus, on l'exporte. Merci Jean-Marie. Merci Amira et bonne soirée à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci à vous Samuel, merci pour vos analyses, c'était un plaisir de vous retrouver. Merci Amira, bonsoir. Et merci à vous Gratien. Merci Amira, bonsoir à tous.
Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, cette semaine consacrée au secteur de l'assurance. À très vite.